Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 2 mai 2025 et honnêtement on va être assez rapide par rapport aux résultats car j'ai trouvé le show assez mou hier soir, voire même limite mauvais. Et à côté de ça, on va également revenir sur la dernière vague de licenciements du côté de la WWE qui a eu lieu hier soir où une quinzaine de superstars ont été virés, notamment des noms comme Braun Strowman. Donc c'est parti, on passe au résultat. Hier soir, le show démarre avec Damien Priest qui arrive à l'arène et là il croise Jacob Fatu en coulisses et Solo Sikoa, donc directement il repousse Jacob Fatu, ça commence à chauffer. Et là, vous avez LA Knight qui passe par là également, il regarde ce qui se passe, mais lui, il perd pas de temps, il fait son entrée directement. LA Knight nous rappelle que la semaine dernière, Damien Priest lui a gâché sa chance de devenir le nouveau challenger numéro 1 au titre US, car pour rappel, il affrontait Drew McIntyre, mais Damien Priest était intervenu pour attaquer Drew McIntyre. Et là, LA Knight précise qu'il n'a pas de problème avec Damien Priest, mais par contre, il faut que Damien Priest choisisse mieux ses moments. Et là, justement, Damien Priest fait son entrée. Et Damien Priest confirme qu'en effet, il n'y a aucun problème entre LA Knight et lui. Et la semaine dernière, il voulait juste simplement s'occuper de McIntyre. Et LA Knight dit « Ok, certes, mais au final, tu m'as gâché ma chance. » Mais Damien Priest n'est pas d'accord car il nous rappelle que la semaine dernière, pendant le match, Solo Sikoa est intervenu pour porter un Samoan Spike à LA Knight. Donc au final, Damien Priest nous dit que son intervention a sauvé LA Knight, car s'il n'était pas intervenu, LA Knight allait se prendre le Claymore Kick et perdre le match face à McIntyre. Mais là, LA Knight n'est pas d'accord et il dit à Damien Priest, c'est pas parce que toi tu as été battu par un Claymore Kick que forcément ce serait aussi mon cas. LA Knight demande à Damien Priest de ne pas rejeter ses échecs sur LA Knight et là Damien Priest répond, ok, tu as raison. Mais je souligne également que toute cette situation ne serait jamais arrivée si tu n'avais pas perdu le titre US à WrestleMania. Damien Priest ajoute que si LA Knight n'avait pas la tête dans le cul, il aurait potentiellement pu conserver son titre à WrestleMania et forcément LA Knight n'apprécie pas. Et il dit qu'à la base, il n'y a pas de problème entre Damien Priest et lui, mais là, ça commence à chauffer. Et si Damien Priest continue de parler de cette manière, LA Knight va lui botter les fesses. Et pour info, il y avait un match entre les deux qui était prévu un peu plus tard, mais au final, ils se mettent d'accord pour s'affronter tout de suite. Mais au final, le match n'a pas duré très longtemps, car au bout de quelques minutes, vous avez Solo Sikoa qui débarque et qui attaque les deux catcheurs, donc il met fin au match. Il démarre avec Damien Priest, puis il tente également de s'en prendre à LA Knight, sauf que Damien Priest se réveille et donc les deux gentils prennent le dessus sur Solo Sikoa. Et là, vous avez LA Knight qui lui porte son BFT. Puis derrière, vous avez Damien Priest qui veut chokeslammer Solo Sikoa à travers la table des commentateurs. Mais là, heureusement, vous avez Jacob Fatu qui débarque pour sauver Solo Sikoa. On enchaîne avec Fraxium, donc Nathan Frazier et Axiom contre Pretty Deadly. Et là, malheureusement, il y a eu un petit incident pendant le match, car au bout de quelques minutes, vous avez Nathan Frazier qui tente un standing shooting star press sur Elton Prince. Et là, il tente d'effectuer le tombé. Et clairement, c'était pas la fin du match, donc Elton Prince devait se dégager. Mais il a oublié de se dégager au final, donc l'arbitre a dû arrêter son tombé en plein direct. C'était un petit peu un moment de confusion, on va dire. Mais directement derrière, on a compris pourquoi est-ce que Elton Prince ne s'était pas dégagé. Parce que tout de suite après le tombé, Elton Prince s'est légèrement relevé. Et là, on peut voir qu'il a directement commencé à saigner au niveau du menton, au niveau du visage. Donc clairement, en fait, il s'est fait mal lors du Shooting Star Press de Nathan Frazier. J'ai bien regardé. À la base, je pensais qu'il s'était pris les genoux de Nathan Frazier, mais quand on regarde bien, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'est pris les bras, l'avant-bras ou le coude gauche de Nathan Frazier directement au visage. Donc il était sonné après ce segment, et derrière on ne l'a plus revu dans le match, ce qui fait qu'au final, Fraxium ont terminé le travail sur Kit Wilson avec le combo Spanish Fly et Phoenix Splash. Donc encore une belle démonstration de Fraxium malgré le petit incident, et ça arrive, je rappelle qu'on est dans le catch, on est dans un ring, donc de temps en temps les catcheurs se blessent, on espère juste que ce n'est rien de grave pour Elton Prince, bien entendu. Ensuite, on passe dans le bureau de Nick Aldis qui est avec Michin et B-Fab, mais là ils sont interrompus par Chelsea Green, Alba Fire et Piper Niven, et Chelsea Green est en deuil suite à sa perte du titre. Donc c'est un segment assez drôle avec Chelsea Green qui demande un rematch, ou elle demande même plutôt un recompte par rapport au match où elle a perdu le titre. Sauf que là Nick Aldis précise que ce soir c'est Piper Niven qui va affronter Zelina Vega dans un non-title match, mais par contre, si Piper Niven remporte le match derrière, elle obtiendra une opportunité au titre de Zelina Vega, et donc Nick Aldis nous dit que peut-être derrière ce sera Chelsea Green qui fera partie des services secrets de Piper Niven, et clairement on peut voir Chelsea Green qui n'est pas bien. Puis nous avons Nia Jax qui fait son entrée pour nous dire qu'elle est de retour à la maison et elle a un objectif, récupérer son titre. Mais elle est rapidement interrompue par Tiffany Stratton qui nous explique qu'elle n'est plus la même Tiffany qui se faisait marcher dessus par Nia Jax.
Et elle rappelle également au monde entier qu'elle a battu Charlotte à WrestleMania tout de même. Mais rapidement, les deux catcheuses ont également été interrompues par Naomi qui avait une nouvelle entrée hier soir. On est vraiment dans un tout nouveau personnage pour Naomi depuis quelques semaines. J'adore personnellement. Et justement, Naomi vient nous dire que elle aussi, elle a changé. Et dorénavant, elle veut de l'or, elle veut une ceinture. Et elle est prête à jeter Tiffany Stratton sur une voiture, comme elle avait fait à Jade Cargill, voire même sous une voiture s'il le faut. Mais là, vous avez Jade Cargill qui fait son entrée et qui porte une clothesline à Naomi, pendant que ça chauffe également entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Du coup, vous avez Nick Aldis qui fait son entrée et qui nous confirme un tag team match pour le main event ce soir. Derrière, on passe en coulisses, on a Carmelo Hayes qui tente de motiver The Miz car on enchaîne avec The Miz contre Aleister Black. Carmelo Hayes a tenté également de distraire Aleister Black pendant le match, mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose et au bout de quelques minutes, Aleister Black a placé son Black Mass pour la victoire. Et attention, après le match, on a eu un face-à-face entre Aleister Black et Carmelo Hayes, et ça pourrait être très intéressant pour les prochaines semaines. Puis on passe en coulisses et on retrouve Santos Escobar qui va voir Rey Fenix et à la base il a l'air sympa. Il commence à parler du match de Rey Fenix à WrestleMania, il nous dit qu'il a regardé le match. Et au final, il a été déçu par Rey Fenix qui a perdu face à El Grande Americano alors que Rey Mysterio avait personnellement choisi Rey Fenix pour le remplacer. Donc Santos Escobar se moque de Rey Fenix. Il nous dit également qu'il espère qu'on ne reverra jamais Rey Mysterio car Santos Escobar compte le remplacer comme le plus grand luchador de la WWE. Mais forcément Rey Fenix n'apprécie pas donc il donne rendez-vous à Santos Escobar un peu plus tard sur le ring. Derrière on a une petite publicité pour la prochaine émission de Stephanie McMahon, Stephanie's Place, où la semaine prochaine elle accueillera Pat McAfee et au passage je rappelle qu'on se retrouve sur Twitch tous les vendredis soirs à partir de 20h et chaque semaine on regarde le nouvel épisode de Stephanie's Place. Par exemple vendredi dernier on a regardé l'épisode où Stephanie McMahon accueillait Roman Reigns et tous les membres de la Bloodline, la OG Bloodline et la New Bloodline qui étaient tous réunis ensemble sur un yacht. C'était vraiment une très bonne émission et c'était une très bonne ambiance de voir tous ces gens ensemble alors qu'habituellement ils s'affrontent à l'écran. Puis on enchaîne avec Zelina Vega contre Piper Niven accompagné par Alba Fire et Chelsea Green. Et vers la fin du match, vous avez Chelsea Green qui monte au bord du ring pour empêcher Zelina Vega d'effectuer un 619. Et pendant ce temps, vous avez Piper Niven qui se relève. Et là, elle tente de frapper Zelina Vega, mais Zelina Vega esquive. Et du coup, sans le faire exprès, Piper Niven a frappé Chelsea Green. Puis Zelina Vega a profité de la situation pour porter un roll-up sur Piper Niven pour la victoire. Puis attention, on passe dans le bureau de Nick Aldis où on retrouve Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et là, Nick Aldis annonce que suite à ce qui s'est passé un peu plus tôt lors du match entre LA Knight et Damian Priest, et bien au final, à Backlash, Jacob Fatu va défendre son titre US dans un match à 3 contre Damian Priest et LA Knight. Mais là, vous avez Solo Sikoa qui intervient et il dit que ce n'est pas logique, vu que la semaine dernière, Drew McIntyre était devenu le challenger numéro 1. Normalement, c'est plutôt Drew qui devrait avoir une opportunité. Et là, vous avez Nick Aldis qui réfléchit et il dit que Solo Sikoa a raison. Et du coup, il modifie le match à Backlash et Nick Aldis nous dit qu'au final, ça devient un match à 4. Donc Jacob Fatu va défendre son titre face à Damian Priest, LA Knight et Drew McIntyre. Et là, clairement, on peut voir Jacob Fatu pas content de l'intervention de Solo Sikoa, mais il nous dit que c'est pas un souci pour lui, il va conserver son titre et il s'en va. Et là, excusez-moi du terme, mais derrière, vous avez Solo Sikoa qui regarde Nick Aldis et il lui dit « Mec, t'essayes d'enculer Jacob Fatu, là !» Et Nick Aldis se retourne vers Solo Sikoa et il dit « Non, c'est pas moi, c'est toi qui essayes d'enculer Jacob Fatu. » Donc clairement, en gros, Nick Aldis qui fait comprendre à Solo Sikoa et qui nous fait comprendre qu'il voit clair dans le jeu de Solo Sikoa. Solo Sikoa fait genre, il est là pour aider Jacob Fatu, mais clairement, en fait, il est jaloux de Jacob Fatu et il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Puis on enchaîne avec la vipère Randy Orton qui fait son entrée directement. Il nous parle de John Cena. Et il nous dit que depuis 20 ans, les fans ne pouvaient pas voir John Cena, mais lui, il le pouvait. Il nous dit également que ça a mis 20 ans pour que les fans comprennent enfin quelle est la vraie personnalité de John Cena, mais lui, il le savait depuis le départ et il a toujours su que John Cena est quelqu'un d'arrogant et d'égoïste. Randy Orton compare un petit peu sa propre carrière à celle de John Cena et il nous dit que John Cena a profité de la PG era car il était prêt à devenir ce personnage de cartoon dont rêvait la WWE qui vendait des céréales et plein de t-shirts de différentes couleurs, alors que Randy Orton, lui, durant toutes ces années, il est resté lui-même. Et Randy Orton nous dit que John Cena n'en a rien à faire des autres superstars qui sont dans les vestiaires. Cena, tout ce qui l'intéresse, c'est son chiffre d'affaires, ce qui lui apporte de la notoriété et de la fortune.
fortune. Puis Randy Orton nous rappelle que John Cena a indiqué qu'il n'avait pas d'enfants car ces dernières années, il a dû élever les enfants dans le public. Mais Randy Orton nous dit que ce sont des conneries, c'est du bullshit. Et la seule chose que John Cena a élevé, c'est le prix de son merchandising. Ce qui fait que les parents de tous ces enfants doivent bosser 2 fois plus dur pour pouvoir se permettre d'acheter le merch de John Cena pour leurs enfants. Randy Orton nous rappelle une des catchphrases de John Cena, hustle, loyalty et respect. Et il nous dit qu'il n'y a aucun souci par rapport au hustle, par rapport au fait de se bouger. Ça c'est clair, Cena est toujours à fond. Mais par contre, il se demande où sont passés la loyauté et le respect. Il nous rappelle que Cena a dit qu'il va effacer tout ce qu'a fait la famille Orton dans le monde du catch. Mais Randy Orton précise que Cena devra d'abord le tuer avant de pouvoir faire ça. Randy Orton nous dit que John Cena pense qu'il est le dernier vrai champion de la WWE. Mais Randy Orton dit que non, la seule chose qu'il est, c'est qu'il est la dernière légende que Randy Orton va battre. Et donc perso, j'ai bien kiffé la promo de Orton, même s'il n'y a pas un grand suspense par rapport à leur match à Backlash. On sent tous que John Cena va conserver, mais malgré tout, je le rappelle, c'est la dernière fois qu'on a un John Cena contre Randy Orton. Donc je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais profitez-en. Et pour info, juste après le segment, on retrouve Randy Orton qui retourne en coulisses, et là il tombe sur R-Truth, qui dit à Randy Orton qu'il n'a aucune chance à Backlash, car son héros d'enfance va battre Randy Orton. Et là, vous avez Randy Orton qui ne comprend pas trop, il demande à R-Truth pourquoi est-ce qu'il dit ça, et vous avez Jimmy Uso qui tente d'intervenir, on va dire, pour calmer R-Truth, et lui dire d'arrêter de dire ses bêtises, mais ces segments ces dernières semaines, par rapport à R-Truth et John Cena sont intéressants, car ça fait des années, bien entendu, que R-Truth dit que John Cena est son héros d'enfance, et je me demande limite si au bout d'un moment, R-Truth pourrait intervenir pour aider le John Cena heel. Ensuite, on enchaîne avec Rey Fenix qui a battu Santos Escobar à environ 12 minutes avec les météores. Et directement après le match, on retrouve Santos en coulisses qui est en train de s'énerver contre Angel et Berto car il leur demande où est-ce qu'ils étaient quand il avait besoin d'eux. Et là, encore une fois, cette semaine, vous avez Andrade qui est intervenu à ce moment-là pour se moquer un petit peu de Santos et dire qu'il lui manque 2 choses, le respect et l'honneur. Donc forcément, Santos n'était pas content, il voulait s'en aller. Et là, il gueule sur Los Garza en leur disant de le suivre. Et là, vous avez Angel qui le suit, mais Berto a mis un petit peu de temps. Et on voit encore une fois que Berto était intéressé par ce que disait Andrade. Et Berto n'a plus vraiment l'air de vouloir se faire marcher dessus par Santos. Et dans un autre coin des coulisses, on a une petite interview de Tiffany Stratton et Jade Cargill qui vont faire équipe lors du main event. Elles nous disent que tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème, mais par contre, Jade Cargill ajoute également qu'elle a discuté avec Nick Aldis et la semaine prochaine, elle aura un match contre Nia Jax et la vainqueur sera la prochaine challengeuse au titre de Tiffany. Et donc on passe au main event avec Tiffany Stratton et Jade Cargill contre Nia Jax et Naomi. On a eu un match assez disputé d'environ 12 minutes et vers la fin, on a Nia Jax qui prend l'avantage et là elle monte sur les cordes pour porter son finisher sur Jade Cargill, sauf qu'au dernier moment, Jade Cargill se réveille et là elle se place sous Nia Jax et elle a soulevé Nia Jax pour enchaîner avec un powerbomb pour la victoire. Et attention, après le match, on retrouve Tiffany Stratton et Jade Cargill dans le ring. Et là, vous avez Jade Cargill qui va prendre la ceinture de Tiffany Stratton et à la base, elle la met sur son épaule pour faire comme si elle était championne. Donc là, Tiffany Stratton lui demande de lui rendre son titre. Et au final, Jade Cargill lui donne la ceinture, mais elle la garde en main pendant quelques instants, elle veut pas lâcher tout de suite. Donc petit message, on va dire, de Jade Cargill à la fin du show pour la championne. Mais ensuite, Naomi a également profité de la situation, elle s'est jetée sur Jade Cargill, qui elle est tombée sur Tiffany Stratton. Donc les deux catcheuses sont retrouvées par terre et la dernière image qu'on avait, c'était Naomi qui célébrait avec la ceinture. Allez, on passe directement à la conclusion car Pierre n'est pas disponible pour info aujourd'hui. Et perso, comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à dire par rapport au show d'hier soir, si ce n'est que je me suis fait chier pendant les 3 heures de SmackDown en toute honnêteté, parce que ça manquait de grandes storylines. Pourquoi ? Parce que dans les 2 shows principaux, il faut bien entendu qu'il y ait une grande storyline autour du titre. Et là, le problème, c'est que le champion, c'est John Cena, il n'était pas présent. Donc Randy Orton nous a fait un petit segment, bien entendu, une petite promo. Mais sur 3 heures de show, c'est pas assez de place, on va dire, par rapport au titre. À côté de ça, ces derniers mois, ces dernières années même, l'une des grandes storylines du côté de SmackDown, c'était bien entendu la storyline de la Bloodline. Et là, à l'heure actuelle, il n'en reste pas grand-chose. Alors, ce qui se passe avec Jacob Fatu et Solo est intéressant, mais c'est pas comme ce qui se passait il y a quelques années qui pouvait nous prendre une demi-heure ou 1 heure de SmackDown. Donc, ça manque tout simplement de grandes storylines, de grandes rivalités. Hier soir, je trouve qu'on le ressentait vraiment pendant le show. Et on s'est fait un petit peu chier. Bref, on enchaîne avec la nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE.
Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la liste des licenciés. J'ai également juste quelques petites remarques à faire par rapport à certaines choses que j'ai pu lire hier en ligne. Et donc hier soir, peu de temps avant le début de SmackDown, nous avons les médias américains qui nous ont annoncé qu'il y avait une vague de licenciements qui était en cours du côté des superstars de la WWE, car quelques jours plus tôt, il y avait des employés qui avaient été virés. Mais donc hier soir, c'était bien les superstars de la WWE. Et à l'heure actuelle, voici la liste de toutes les superstars qui ont été libérées de leur contrat hier soir. Et nous avons donc Braun Strowman, qui est sûrement le nom le plus étonnant de la liste, mais également Shayna Baszler, Dakota Kai, Kayden Carter et Katana Chance, Gigi Dolin, Eddie Thorpe, Javier Bernal, Oro Mensah, les 3 membres de Gallus, donc Wolfgang, Mark Coffey et Joe Coffey, Cora Jade, Riley Osborne et Jakara Jackson. Et donc déjà, la petite précision habituelle, c'est que toutes ces superstars ont une clause de non-concurrence. Donc pour les superstars de NXT, elles n'ont pas le droit d'apparaître où que ce soit avant 30 jours. Elles devront patienter 30 jours. Et pour les superstars du roster principal, on le rappelle, c'est 3 mois, donc 90 jours. Et après 90 jours, elles pourront apparaître où elles le souhaitent. Et donc maintenant, quelques remarques. Ma première remarque, c'est plutôt pour les nouveaux fans qui suivent la WWE depuis peu de temps et qui se demandent pourquoi est-ce que la WWE a fait cette vague de licenciements. Alors il faut savoir que c'est quelque chose d'annuel du côté de la fédération chaque année et parfois même plusieurs fois par an. Elle vire plusieurs superstars et il y a 2 raisons principales. La première, c'est pour faire de la place car chaque année également la WWE embauche une vingtaine voire une trentaine de nouveaux jeunes talents. Donc forcément il faut faire de la place derrière et à côté de ça, c'est également tout simplement pour faire des économies, pour faire plaisir aux actionnaires. Puis ma deuxième remarque, c'est par rapport à la personne qui décide car depuis hier soir et tous les ans j'ai envie de dire, à chaque fois les fans veulent trouver un coupable, ils veulent savoir c'est de la faute de qui a pris les décisions de licenciement et est-ce que c'est de la faute de Triple H ou pas. Alors moi personnellement je suis pas là pour défendre Triple H, je tiens à le souligner, mais personnellement si vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez factuel, j'aime bien avoir les faits. Et du coup hier soir j'ai un petit peu observé ce que disaient les médias américains, les spécialistes on va dire, et pour info, on a littéralement 3 versions différentes de la part de 3 gros journalistes américains spécialisés dans le catch. Et donc la première version qui nous vient de Dave Meltzer du Wrestling Observer, c'est que Triple H selon lui a le dernier mot au niveau des licenciements. Puis ensuite, vous avez la deuxième version qui est celle de Sean Ross de Fightful, média très réputé bien entendu. Et selon Sean Ross, Triple H a son mot à dire. Sean Ross a précisé lors d'un live qu'il a effectué hier soir que si Triple H voulait sauver ses superstars, il l'aurait pu. Donc le fait qu'elle soit virée veut sûrement dire que Triple H a donné son feu vert, en tout cas selon Sean Ross. Puis derrière, vous avez une troisième version qui nous vient du journaliste américain Corey Hayes de Body Slam, un autre média très réputé. Et selon Corey Hayes, lui il dit que Triple H n'a aucun rôle dans tout ça, parce que Triple H ne fait pas partie du board du conseil d'administration, et donc selon Corey Hayes, ces décisions de licenciement viennent uniquement du conseil d'administration. Donc comme je vous le dis, on a littéralement 3 versions différentes, ce qui veut dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, tout simplement la vérité, c'est que personne ne sait exactement comment se passent les licenciements du côté de la WWE, surtout depuis le rachat de la WWE par TKO. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est pas pour défendre Triple H, c'est simplement que moi je préfère être factuel, et les opinions des fans, ce ne sont pas des faits. D'ailleurs, je peux vous donner mon opinion. Moi aussi, en toute honnêteté, je pense que clairement Triple H doit être sûrement informé quand il y a des vagues de licenciements. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une opinion. Je ne travaille pas à la WWE et toutes les opinions que vous lisez en ligne viennent de gens qui ne travaillent pas non plus à la WWE. Donc la vérité en soi, c'est qu'on ne sait pas. Donc honnêtement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la limite, on s'en fout du coupable. Car peu importe le coupable, le résultat est le même au final. Pour les 15 superstars qui ont été virés, elles se retrouvent sans taf. Et moi, je pense plutôt qu'au lieu de se concentrer sur le coupable, il faut plutôt se concentrer sur ces 15 superstars, essayer de les soutenir. Et j'essaie d'être positif en me disant également que ce qui est bien aujourd'hui en 2025, c'est qu'on est quand même dans un paysage catchesque où on a plusieurs fédérations, il y a des opportunités. Et donc je souhaite le meilleur à ces 15 superstars qui ont été virés hier. Et j'espère qu'elles auront de très très belles opportunités en dehors de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Résultats de SmackDown et les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!